Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre le terrorisme s'est tenue ce samedi à Ouagadougou, capitale burkinabé. C'était avec la participation d'une délégation marocaine représentant le roi Mohamed VI. Des milliers de personnes ont assisté ce samedi à Abidjan à un meeting politique réunissant pour la première fois les deux principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Le FPI et le PDCI préparent une possible alliance électorale en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Et puis lors de funérailles nationales tenues ce samedi 14 septembre, le Zimbabwe a rendu un dernier hommage à son ancien président Robert Mugabe, décédé le 6 septembre. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le déplacement. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme s'est clôturé ce samedi 14 septembre à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce sommet extraordinaire, qui a notamment vu la participation du Maroc, était l'occasion pour les pays de la sous-région ouest-africaine de se concerter sur l'état de la coopération antiterroriste dans la région et les voies et moyens de la renforcer. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est voulu consacrer à la lutte contre le terrorisme avec une recrudescence des attaques notamment au Mali, au Burkina et au Niger. Il était opportun pour les pays de l'espace et leurs partenaires de redéfinir les axes et stratégies de défense de nos États. Vous avez des questions d'équipement. Dedans, vous avez tout ce qui concerne l'organisation, je dirais, en ce qui concerne la mutualisation des renseignements, etc., etc. Alors donc, je pense que la collecte va se faire en même temps que sur les différents axes qui ont été dégagés par la CEDEAO, il y en a 8. Le financement donc sera adapté à chacun de ces axes. Au nombre des mesures collectives qui ont sanctionné la rencontre, la mobilisation par la conférence d'un budget d'$1 milliard pour le financement de la lutte et l'adoption d'un plan d'action 2020-2024. Ce plan subdivisé en 8 axes vise à vaincre à moyen et long terme le terrorisme par le développement économique et social. Il appelle également la force conjointe du G5 Sahel au renforcement de la lutte contre le terrorisme. Nous avons demandé également pour mobiliser le maximum de capacités de lutte contre le terrorisme, de renforcer les capacités non seulement des armées nationales, des forces de défense et de sécurité nationale, des forces conjointes, mais également de la MINUSMA. Vous savez que la MINUSMA est présente au Mali dans le cadre de la stabilisation et de la paix, mais nous voulons qu'un mandat plus offensif. Les incidents liés au terrorisme ont fait plus de 11 538 morts dans la région entre 2015 et 2019, des chiffres qui, selon le sommet, traduisent une augmentation des attaques de l'ordre de 150% et des conflits intercommunautaires de l'ordre de 10 fois ce qu'ils représentaient. Les bureaux de vote tunisiens ont ouvert à 8h GMT ce dimanche matin pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef de l'État. Sont en lice 26 candidats, parmi lesquels le Premier ministre Youssef Chahed, le magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré Nabil Karoui, ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourou. Ils étaient plusieurs milliers à prendre part ce samedi 14 septembre à Abidjan à un meeting politique réunissant pour la première fois les deux principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire. Le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié et le FPI de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo ont notamment placé ce meeting sous la bannière de la réconciliation nationale, la recomposition de la commission électorale, le bilan de la gouvernance actuelle du pays était également au cœur de ce rassemblement inédit. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'est dans cette ferveur populaire que le premier meeting historique commun du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de la frange dissidente du Front populaire ivoirien pro-Gbagbo s'est tenu au parc des sports de Trècheville à Abidjan. Devant des milliers de militants, les responsables politiques de l'opposition ont placé la réconciliation au cœur de ce rassemblement. Il faut qu'il y ait la réconciliation. Parce qu'un président, c'est pour gérer les hommes. Et il nous a toujours dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Tu vas faire pont, tu vas faire gratte-ciel, tu vas faire CHU, tu vas réparer tous les puits, tu vas donner à chaque fonctionnaire 1 million. Mais si les cœurs sont noirs,
faut pas lâcher. Ce meeting a également servi de cadre pour les opposants pour faire le bilan de la gouvernance actuelle du pays. Un bilan jugé négatif par ces derniers sur les plans politiques, social, économiques et bien d'autres. Comme l'équipage du bateau Titanic qui faisait de la musique pour distraire les passagers alors que le bateau était en train de couler, le gouvernement de ce pays distrait la nation par des déclarations fallacieuses au lieu de prendre des initiatives pour sauver la Côte d'Ivoire. Menée par le PDCI et l'aile dissidente du FPI, la plateforme de l'opposition, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, compte organiser plusieurs meetings à l'intérieur du pays, puis prévoit un grand rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny pour la reconquête du pouvoir en 2020. Des politiciens zimbabwéens, des dignitaires internationaux et des milliers de citoyens se sont rassemblés au stade d'Harare ce samedi 14 septembre pour rendre un dernier hommage au père fondateur de la nation, l'ancien président Robert Mugabe, décédé le 6 septembre dernier. Les funérailles nationales dans la capitale faisaient suite à une semaine de conflit entre la famille Mugabe et le gouvernement au sujet du lieu où le président serait inhumé. Inhumation qui se fera finalement au Champ des Héros ce dimanche 15 septembre. Un monument national commémorant les héros de la guerre de libération contre le régime de la minorité blanche. Écoutons à ce propos le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Alors que nous disons au revoir à notre grand héros national et fils du continent, le Zimbabwe restera toujours aux côtés de l'Afrique et de ce qui est juste. C'est notre hommage à notre grand libérateur, père fondateur et enseignant, le regretté camarade Gabriel Mugabe. Depuis l'annonce par le président camerounais Paul Biya de la tenue prochaine d'un dialogue national, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a entamé des consultations. Désigné pour conduire ces discussions, le chef du gouvernement multiplie les rencontres avec les différentes parties prenantes au conflit en vue de recenser les propositions relatives à la résolution de la crise séparatiste, crise qui touche les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Nelly Ebessa. Les consultations relatives au dialogue national annoncées par le président Paul Biya pour la fin du mois de septembre commencent à prendre forme. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a ouvert ce 12 juillet les consultations préalables à ses assises. Dans cette dynamique, le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation du Social Democratic Front ainsi que les membres du gouvernement ressortissant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin de poser les bases de la résolution de la crise socio-politique qui sévit dans ces deux régions du pays depuis 2016. Ces rencontres avec les différents intervenants que sont la société civile, les membres des partis politiques, les membres du gouvernement, même déjà et la diaspora, le Premier ministre pourra quelque peu baliser les tenants et les aboutissants du dialogue et par là profiter même pour lui donner un contenu ou bien une méthodologie. Avec l'élargissement des réflexions sur le dialogue national à la diaspora, les délégations devraient se rendre à l'étranger afin de recueillir les contributions de celles-ci sur la résolution de la crise anglophone. Des apports qui constitueront également les ressources d'inspiration pour la conduite des débats. Rencontrer le clergé, rencontrer la diaspora, rencontrer les leaders d'opinion et les partis politiques à l'intérieur du pays. À la fin de la rencontre, on peut faire des concessions, on peut faire des remises de peine, on peut déclarer la loi d'amnistie générale. La concertation annoncée par le chef de l'État intervient dans un contexte où les principaux leaders sécessionnistes ont été condamnés à la prison à vie le 20 août 2019. Les prévisions de croissance de l'économie sud-africaine revues à la baisse. Selon le ministre des Finances Tito Mboweni, l'objectif des 1,5% de croissance fixé par le Trésor en 2019 ne sera probablement pas atteint. L'agence de notation américaine Moody's table à présent sur une croissance à 0,7% en 2019. Les précisions de Siamlo Victor Asseji. L'économie sud-africaine hésite encore entre relance et stagnation. Après un taux de croissance du produit intérieur brut réel d'1,3% entre 2016 et 2017, l'Afrique du Sud a vu sa croissance perdre 0,7% entre 2017 et 2018. En 2019, les autorités sont sceptiques. Le pays pourrait ne pas atteindre son objectif d'1,5% de croissance. On a un investissement privé et un investissement direct étranger qui sont en plein recul.
ça a donc un impact sur la croissance globale. Les choix ne sont pas en adéquation avec les forces profondes du marché. Dans un récent rapport sur le pays portant sur les réformes initiées, l'agence de notation Moody's a baissé quant à elle ses prévisions pour l'année 2019 à 0,7%. Je pense qu'il faut fondamentalement revenir aux décisions qui ont été prises sur les droits de propriété, sur la charge minière et voir quels sont les déblocages qui peuvent être faits pour que de manière négociée, il y ait une relance de l'économie. Quels sont les signaux d'attractivité qu'on peut à nouveau envoyer aux investisseurs pour leur permettre de reprendre confiance. Quel est aussi le message de la stabilisation politique que l'on envoie. Avec la montée en flèche du taux de chômage à 29% au second trimestre 2019, les contre-performances des secteurs agricoles ou encore énergétiques, le cadre socio-économique s'est fortement dégradé. La nation arc-en-ciel était par ailleurs le théâtre de violences xénophobes meurtrières début septembre, avec des répercussions terribles sur l'économie. Selon un dernier bilan du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, l'offensive du maréchal Khalifa Haftar lancée en avril 2019 sur la capitale libyenne Tripoli a déjà fait près de 120 000 déplacés. Face à cette affluence, le gouvernement d'union nationale a dû mettre en place un comité de crise pour aider les familles à se reloger. 120 millions de dinars libyens ont déjà été alloués pour venir en aide à ces familles. Kamesh Katapoulé. Âgées de 80 ans, Mabroka Al-Touati et sa fille ont passé des journées entières à dormir dans les rues de Tripoli. Aujourd'hui, elles ont pu trouver refuge dans un abri où les draps recouvrent des fenêtres brisées et où les bureaux servent de cuisine. Mabroka Al-Touati et sa fille ont été obligées de quitter leur domicile situé dans la zone de Sidi Salim à Tripoli. Ma fille et moi avons déménagé et sommes allés de rue en rue pour trouver une place et avons fait la sieste sous les arbres. Nous avons vécu des tourments comme jamais auparavant. Comme Mabroka Al-Touati, près de 120 000 déplacés ont été contraints de fuir leur habitat depuis le début de l'offensive menée par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar en avril 2019. Malgré les solutions proposées par le comité de crise mis en place par le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj reconnu par la communauté internationale, beaucoup de familles restent insatisfaites et le gouvernement peine à gérer l'affluence de déplacés. Au début, les chiffres étaient faibles, puis ils ont augmenté. Cela a commencé avec environ 1000 familles et dépassé les 22 000 familles, ce qui équivaut à 120 000 ou 125 000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le gouvernement d'union nationale avait déjà alloué 120 millions de dinars libyens pour venir en aide à ces familles, dont 10 millions pour réaménager des bâtiments publics pour les loger. Selon Youssef Galala, le gouvernement envisagerait d'investir 100 millions supplémentaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.